Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus qu'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. On pourrait croire qu'il s'agit de la bande-annonce d'un film catastrophe hollywoodien. Un astéroïde va entrer en collision avec la Terre s'il continue sur sa trajectoire meurtrière. Mais dans la réalité, une roche messagère de l'apocalypse risque-t-elle vraiment d'anéantir un jour notre civilisation? Il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, mais quand. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde a rayé de la carte les dinosaures. Serons-nous les prochaines victimes? Nous allons partir à la recherche de ces assassins cosmiques, préciser la menace qu'ils représentent et déterminer comment nous pourrions les éliminer avant qu'ils ne nous éliminent. Pour stopper l'apocalypse, il faut s'y atteler maintenant. Venu de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, un amas de roches et de débris poursuit sa course vers la Terre, en tournoyant et grondant. Ce qui fut un débris du Big Bang est capable de provoquer un nouveau Big Bang. Cet astéroïde géant, s'il explose dans l'atmosphère de la Terre, pourrait développer une force incontrôlable. Il serait près de 2 millions de fois plus puissant que la fameuse Tsar Bomba soviétique, le plus gros engin explosif qui ait jamais éclaté. Et sa cible serait Los Angeles. La dernière vision qu'aurait la population serait un flash, une boule de feu, et ensuite le chaos. Si cet astéroïde était aussi grand que nous l'imaginons, c'est-à-dire d'un diamètre de 15 km, le cratère serait 10 fois plus vaste. Il ferait 80 km de diamètre. Los Angeles serait englouti dans ce cratère géant. Ce serait un désastre total. Il ne resterait plus rien sur une zone de plus de 1500 km. On aurait d'immenses tremblements de terre et d'énormes souffles d'air jusqu'à San Diego. Des vents abattraient tout à 150 km à la ronde et tueraient toute vie sur une zone de 1500 km. Et ce ne sont là que les effets immédiats. Ensuite, tous ces débris retomberaient sur la Terre. On aurait comme un arbre de Noël avec des fusées projetées dans toutes les directions. Et puis, on verrait des tempêtes de feu. D'immenses zones de la planète se mettraient à brûler, libérant encore plus de suie et de cendres dans l'air, ce qui occulterait la lumière du soleil, la température tomberait et la vie s'éteindrait peut-être. C'est là le pire scénario envisageable si un impact d'une certaine envergure se produisait sur Terre. On dit qu'il tombe tous les 100 millions d'années, un astéroïde assez puissant pour anéantir la vie sur Terre, ou du moins la plupart des espèces terrestres. Mais ce n'est pas un phénomène périodique. Il ne se produit pas exactement tous les 100 millions d'années. Il peut survenir n'importe quand. Il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, mais quand. Des astéroïdes et des comètes se sont déjà écrasés sur la Terre depuis sa création. Peu après sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, notre planète est devenue une cible de choix dans le stand de tir cosmique. Les astéroïdes et les comètes ont apporté à la Terre en formation des matériaux organiques et de l'eau, ce qui a permis l'éclosion de formes de vie. Les collisions ultérieures, comme celle qui éliminera les dinosaures il y a 65 millions d'années, ont accompagné l'évolution et permis aux espèces les plus adaptables comme la nôtre de se hisser au sommet de la chaîne alimentaire. Ainsi, nous devons notre existence et notre position à ces objets qui représentent parfois aussi une menace. Plus de 160 cratères d'impact ont été identifiés selon la base de données des astroblèmes terrestres. Le plus vaste est celui de Chicxulub, un terme maya qui signifie la queue du diable. Ce cratère de plus de 180 km de diamètre a été creusé par l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures lorsqu'il s'est écrasé au nord de la péninsule du Yucatan au Mexique. La base de données comprend aussi le cratère Barringer au nord de l'Arizona. Ce trou d'1 kilomètre de diamètre, qui est aujourd'hui une attraction touristique, a été creusé par un énorme morceau de minerai de fer cosmique entré en collision avec la Terre il y a environ 50 000 ans. Beaucoup plus récemment, un énorme néo, objet proche de la Terre, une comète ou un astéroïde,
n'a pas creusé de cratère, mais a quand même fait une forte impression. D'une puissance analogue à celle d'une bombe de 15 mégatonnes, c'est-à-dire plus de 1000 fois celle qui a été lancée sur Hiroshima, il a explosé en Sibérie, au-dessus de la Tunguska, en 1908. Il n'a même pas touché le sol avant d'exploser. Mais l'onde de choc, le souffle, a touché tous les arbres et la végétation de la région. C'est comme si une main gigantesque, venue du ciel, s'était abattue sur la forêt et les arbres. Voilà quelle a été la dimension de la catastrophe de la Tunguska. Si cet événement s'était produit à Moscou, New York ou Los Angeles, les conséquences en auraient été catastrophiques. La ville aurait été complètement détruite, ainsi qu'une vaste région autour. Bien que les chances que se reproduise un événement de ce type soient minces, il y en a peut-être un tous les 5 siècles, la probabilité que survienne un autre désastre majeur ne peut être ignorée. C'est pour cette raison que la NASA a créé le programme NEO au Jet Propulsion Laboratory. Il a pour mission de découvrir les astéroïdes qui représenteraient une menace. C'est la première étape pour stopper l'apocalypse. Quand on me demande quels sont les points les plus importants du programme NEO, je dis volontiers qu'il y en a 3. Il s'agit de trouver le plus tôt possible ces objets dangereux. Il faut arriver à les localiser dans les 10, 20 ou 30 ans qui viennent, avant que le problème ne se pose vraiment, car nous possédons aujourd'hui la technologie pour les neutraliser. Le programme NEO dispose en permanence de 5 télescopes. Il y en a dans le sud-ouest des États-Unis et tout autour du monde. Ils scrutent le ciel à la recherche d'astéroïdes d'au moins 1 km de diamètre. Car des objets de cette taille pourraient provoquer une catastrophe mondiale s'ils tombaient sur la Terre. Localiser ces astéroïdes, c'est un peu comme imaginer où va atterrir une balle de golf après l'avoir frappée. Imaginons qu'au lieu de voir la balle de golf dans la continuité de son trajet, je ne dispose que de quelques vues fixes au long de son parcours. Je vais devoir prévoir où elle va tomber. Je dois avant tout distinguer correctement la balle de golf parmi les autres objets, les arbres, les oiseaux ou même d'autres balles que la mienne. Une fois que je l'ai identifiée dans chaque photo, il me faut utiliser ce que je sais des lois de la gravité pour bien déterminer sa trajectoire et savoir où elle va finalement se poser. De la même façon, quand nous cherchons les astéroïdes, nous avons des photos de différentes parties du ciel et nous devons distinguer l'astéroïde des étoiles, des galaxies ou d'autres phénomènes comme les rayons cosmiques par exemple. Ensuite, avec les lois de la gravité, nous créons un modèle d'orbite pour deviner où l'astéroïde va tomber. Aucun télescope du programme NEO n'a découvert autant d'astéroïdes que ceux du LINEAR, le centre de recherche d'astéroïdes proche de la Terre Lincoln. Situé au sud du Nouveau-Mexique, les télescopes de ce programme de recherche ont découvert presque la moitié des 5000 astéroïdes NEO que nous connaissons, dont 700 objets de plus d'1 kilomètre de large. Vous avez derrière moi un des télescopes dont nous nous servons pour traquer les astéroïdes au sein du programme LINEAR. Il a une ouverture d'1 mètre, mais le secret de sa sensibilité est ce carré bleu en bas de l'appareil. C'est un dispositif de transfert de charge fabriqué spécialement pour les recherches sensibles dans de larges zones. Avec ce dispositif, le télescope possède une sensibilité 1 million de fois supérieure à celle de l'œil humain. Voici à quoi ressemble le ciel, vu à travers le télescope du LINEAR. On voit ici un grand nombre d'étoiles fixes, il y a aussi des néos. Maintenant, je vais entrer les données et les analyser pour découvrir les objets en mouvement. Cela clique entre 5 photos et permet de découvrir de nombreux objets mobiles. On a ici la ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Ils ne représentent aucune menace. De l'autre côté, on en trouve qui sont bien différents. Celui-ci va dans le sens inverse de la ceinture d'astéroïdes et beaucoup plus vite. Celui-ci la traverse. Tous les deux sont des néos découverts par le programme LINEAR. LINEAR envoie ses données au Minor Planet Center de Cambridge, dans le Massachusetts, le bureau central des recherches sur les objets proches de la Terre, ou NEO. Le travail spécifique du Minor Planet Center est de relier les découvertes faites sur de nouveaux NEO à de plus anciennes et d'affiner le modèle orbital de ces objets en général. Munis de ce modèle, d'autres groupes peuvent effectuer des observations à l'aide de télescopes et déterminer la taille des objets.
Le Minor Planet Center considère qu'un astéroïde présente un danger quand son orbite l'amène à moins de 8 millions de kilomètres de la Terre. Cette distance étant considérée comme trop proche et dangereuse, l'astéroïde est alors évalué selon l'échelle de Turing qui détermine les risques d'impact d'un objet. Cette échelle va de 0 à 10. 10 correspond à la destruction totale et 0 signifie qu'il y a très peu de chances que se produise un impact. C'est un astéroïde appelé Apophis, d'après le dieu égyptien de la destruction. Il a reçu l'estimation la plus haute jusqu'ici. À un certain moment, celle-ci s'est élevée jusqu'à 4. Dans les semaines qui ont suivi sa découverte en 2004, on a pensé qu'il y avait 2,7% de chances de percuter la Terre en 2029, c'est-à-dire une chance sur 37. Il s'agit ici de roulette russe, pas de loterie. Tout le monde a commencé à faire très attention à Apophis et à le considérer comme une menace potentielle pour 2029. Avec ses 270 mètres de longueur, Apophis possédait une énergie de 510 millions de TNT. Cela suffit pour rayer de la carte une grande ville ou pour générer un gigantesque tsunami. En 2029, Apophis sera plus proche de la Terre qu'un satellite de télévision. Mais malgré cela, le radar additionnel et l'analyse optique ont permis d'éliminer toute probabilité de risque d'impact sur la Terre. 0 sur l'échelle de Turing. Cependant, en 2029, Apophis pourrait traverser ce qu'on appelle le trou de la serrure, une zone de l'espace large de 600 mètres, auquel cas il risque de percuter la Terre. Un autre risque de collision est programmé pour 2036, mais il est d'une chance sur 233 000. Nous surveillons très attentivement la probabilité de collision en 2036. Nous aurons d'excellentes occasions d'observer Apophis vers 2013 puis vers 2021. À ce moment-là, nous pourrons dire avec certitude si le risque d'impact est éliminé. Dans le cas où le doute persisterait, nous aurons tout le temps d'éviter la collision en lançant une campagne de mitigation. La mitigation est l'étape suivante pour stopper l'apocalypse. Comment empêcher Apophis ou tout autre grand astéroïde d'entrer en collision avec la Terre et de provoquer une extinction de masse? La réponse la plus évidente ne semble pas être la meilleure. Notre survie dépend de la réponse à la question suivante. Si nous découvrons un astéroïde sur une trajectoire qui l'amène à entrer en collision avec la Terre, avons-nous les moyens de l'en empêcher? On peut voir un impact d'astéroïde comme une énorme catastrophe naturelle. La différence, c'est que celles que nous connaissons comme les ouragans ou les tremblements de terre sont en principe évitables. Le travail ici ne consiste pas à réparer les conséquences. Et comment prévenir l'événement? La distinction est importante. La prévention d'un impact massif nous conduit à la deuxième étape pour stopper l'apocalypse, la mitigation. Neutraliser un objet proche de la Terre, un néo, n'est pas une tâche aisée. Faut-il s'inspirer d'Hollywood? Peut-être pas. La pire chose est de se fier à tous ces films hollywoodiens où l'on voit des machos filer à bord d'une navette spatiale vers l'espace profond et lancer des bombes sur ces objets. Avant tout, une navette spatiale ne peut pas couvrir de telles distances. Elle peut juste se déplacer autour de la Terre. Ensuite, et c'est le plus important, faire exploser un astéroïde est le pire scénario imaginable. Parce qu'au lieu d'avoir un très gros astéroïde, on se retrouve avec 2, 3, 4 morceaux, et chacun peut parfaitement provoquer de sérieux dégâts sur la Terre. S'il s'agit d'un grand objet et qu'on dispose d'assez de temps, de plusieurs années, on peut quand même tenter de le faire exploser, en espérant que ces éclats rateront la Terre. Mais les grands objets seront certainement repérés à l'avance. Ce sont les petits objets, beaucoup plus nombreux, qui sont les plus difficiles à éviter. Une destruction franche, genre bombardement hollywoodien, est trop risquée, ou au mieux réservée aux plus grands astéroïdes. Il y a un moyen plus sûr pour détourner un néo de sa trajectoire fatale. C'est la déflexion. Si un astéroïde se dirige vers la Terre pour la percuter, le mieux est de dévier son orbite très légèrement
pour qu'il passe à côté, mais qu'il reste entier. C'est une bien meilleure solution que de le mettre en pièces. On ne peut jamais le faire disparaître. On ne peut que le faire éclater en morceaux. Ce serait le bombarder. Mais cette solution génère beaucoup plus de problèmes. C'est comme utiliser un fusil de chasse au lieu d'une carabine. Pour être efficace, la déflexion exige qu'on dispose d'autant de temps que possible. Des années, si ce n'est des décennies. Cependant, il convient d'opérer le plus tôt possible. Il est important de savoir que plus l'objet est loin, moins on a besoin de force pour modifier l'orbite de l'astéroïde. Pour le démontrer, jouons au hockey. Plus un joueur envoie le palet loin du filet, moins on aura besoin de le dévier pour l'empêcher de marquer. Si un joueur l'envoie plus près du filet, il faudra une plus forte déflexion pour éviter que le palet n'entre dans la cage. Maintenant, imaginez que le palet soit un astéroïde et que le filet représente la Terre. Le mieux, c'est de dévier l'astéroïde en modifiant sa vitesse. Si nous pouvons le faire suffisamment à l'avance, par exemple 10 ans avant l'impact éventuel, nous n'aurons besoin de diminuer sa vitesse que d'1 centimètre par seconde. C'est un très faible ralentissement. Mais par un effet cumulatif, l'astéroïde arriverait au point de rencontre avant ou après nous. Et alors, ce n'est plus un problème. Plusieurs stratégies de déflexion ont été proposées. Et mille pardons à Bruce Willis, mais aucune ne requiert l'assistance d'une mission habitée. En fait, une mission habitée retarderait notablement l'opération. À l'heure actuelle, avec la technologie et les véhicules dont nous disposons, nous ne pouvons nous éloigner vraiment de la Terre, ce qui restreindrait notre capacité à résoudre ce type de problème si le moment optimal pour rencontrer l'astéroïde était du côté opposé du Soleil. Une stratégie de déflexion avancée par des chercheurs français propose d'amener un astéroïde non dangereux à pousser hors de son orbite un autre objet qui, lui, serait en train de se diriger vers la Terre. On appelle cette stratégie astéroïde contre astéroïde. Ce n'est pas totalement impossible. Essayer de le pousser là où nous voulons pour qu'il ne rencontre pas la Terre est une hypothèse à développer. Nous n'en connaissons que quelques-uns qui soient proches de notre planète. Si on doit trouver un astéroïde à proximité de la Terre, de toute évidence, il s'agirait d'un de ces astéroïdes susceptibles de frapper la Terre. Je ne suis pas partisan de se servir de ce type d'objet pour le retrouver plus tard près de nous. Et puis, il est très difficile de tirer sur un grand astéroïde. Face à un objet trop vaste, nous n'aurons pas assez d'énergie et de temps pour opérer une déflexion. L'Agence spatiale européenne émet une autre proposition à travers une mission du nom de Don Quichotte. Au lieu de s'attaquer au moulin à vent, on projette d'altérer la trajectoire d'un astéroïde en lançant un véhicule spatial appelé un impacteur cinétique qui entrerait en collision avec lui. L'impacteur cinétique est l'outil numéro 1 parmi tous ceux qui nous sont proposés. C'est très simple, direct, et nous sommes sûrs, en tout cas, d'obtenir un effet minimum. Nous pouvons lancer quelque chose d'assez important et rapide. Disons qu'il prendrait 10 ou 20 ans. Pour opérer une déflexion sur un astéroïde de plusieurs centaines de mètres de large. La stratégie astéroïde contre astéroïde et celle de l'impact cinétique poursuivent l'idée d'une collision massive qui dévierait un néo menaçant. Mais d'autres propositions suggèrent qu'il est peut-être possible de stopper l'apocalypse avec un simple rayon lumineux. Résumons, il y a plusieurs manières d'empêcher l'apocalypse. Certaines proposent de provoquer un impact brutal qui pousserait un astéroïde proche de la Terre hors de sa trajectoire. D'autres suggèrent que la mission soit accomplie sans collision par d'autres procédés comme une explosion nucléaire qui pousserait l'astéroïde à l'écart de sa trajectoire fatale. On fait exploser de l'arme nucléaire non loin de la surface de l'astéroïde. L'énergie dégagée, sous forme de neutrons, pénètre la surface, la réchauffe et elle est bientôt détruite.
Ceci étant pratiqué sur une zone assez vaste, on diminue les risques de dispersion de l'objet. Il y a pourtant un problème. Les armes nucléaires sont bannies de l'espace par un traité international. Mais si un astéroïde menace notre survie, cette règle est-elle encore valable? En termes de stratégie de mitigation, je ne suis pas impressionné par l'usage d'armes nucléaires. Je pense même que c'est le plus efficace. Bien sûr, cela n'a pas été testé, mais nous n'avons rien d'autre. Et personnellement, je préfère dévier un objet que sacrifier l'Amérique du Nord. Si après cela, je devais être jugé, j'y suis prêt. Mais il n'est pas indispensable d'utiliser une arme nucléaire pour éliminer un astéroïde. Parmi les méthodes les plus sûres, on compte les voiles solaires. Selon leurs défenseurs, ces réflecteurs placés en orbite pourraient concentrer les rayons du Soleil sur un astéroïde. La chaleur générée vaporiserait la roche en surface, créant un jet de matériaux qui propulserait l'objet à l'écart de sa trajectoire, trop proche de la Terre. Et puis, il y a les lasers. Assez puissants pour découper cette plaque de métal et pratiquer des actes chirurgicaux très délicats, ils sont peut-être la solution pour effectuer une déflexion sur un astéroïde. Le laser est très intéressant parce qu'il est plus économique. Il coûte moins cher à la base et il est plus pratique. Il peut être transporté par un vaisseau spatial. Le laser envoie un rayon lumineux vers l'astéroïde, ce qui disperse le matériau et opère une poussée sur l'objet. On n'a pas à transporter un matériel qui exercerait directement sa force sur l'astéroïde. Le laser peut être dirigé très précisément et son action est progressive. Il peut agir sur une période de 3 mois. C'est par accident que les chercheurs ont découvert le potentiel du laser dans les années 1980. Ils l'expérimentaient alors en envoyant de brèves impulsions sur une tranche de silicone, un matériau similaire à la surface d'un astéroïde. On a installé une caméra que nous avons synchronisée avec ce laser, si bien que nous avons pu prendre des photos image par image et voir chaque étape du matériau en train de quitter la surface de l'objet. Nous avons été très surpris de découvrir ce qui se passait. On peut voir se détacher de gros morceaux de matériaux. On peut les voir se vaporiser. C'était une découverte scientifique aussi bien qu'une nouvelle technologie. Aussi probante que soit cette théorie, il y a une grande différence entre une tranche de silicone et un astéroïde. Mais les partisans du laser affirment pouvoir accomplir ce qu'ils désirent grâce à une impulsion 5000 fois plus puissante que celle utilisée quotidiennement sur Terre. Ce super laser, alimenté par des fusées et des panneaux solaires, pourrait rester à 5 km d'un astéroïde, puis envoyer une série de brèves impulsions pour le dévier. Une très brève impulsion peut libérer assez d'intensité à la surface de l'astéroïde pour que du matériau explose et se détache de l'objet. À ce moment-là, l'astéroïde est poussé dans la direction souhaitée. Il faut également que l'impulsion soit très brève, parce qu'en frappant la surface, elle crée un nuage de matériaux qui se dégage de l'astéroïde. Ce nuage absorbera toute lumière additionnelle envoyée par l'astéroïde. Il est donc extrêmement important de capter l'énergie lumineuse de cette zone de l'astéroïde pendant le très court laps de temps avant que le nuage noir se forme. Pour certains experts, les lasers et même les voiles solaires devraient fonctionner, en tout cas en principe. La lumière intense qu'ils émettent tous deux est réglable et s'adapterait à tous les types d'astéroïdes. Et le matériau éjecté sous forme de nuages de poussière ne représenterait aucune menace pour la Terre. Mais les inconvénients éventuels pourraient s'avérer importants. Il est très difficile de garder le laser source ou un grand miroir solaire en place. Or, il devrait rester longtemps au même endroit. Si l'on observe la réflexion solaire, il y a alors la question de la poussière dispersée. Quel en sera l'effet sur le miroir solaire? À long terme, certains problèmes deviennent importants. Nous ne savons pas si cette stratégie pourra être pratiquée dans le futur et au présent, elle dépasse à coup sûr nos capacités. Il existe aujourd'hui des lasers permanents qui produisent une énergie de 25 ou 50 kW. Ils ont été conçus à des fins militaires et sont plus puissants que nécessaire. Notre proposition exigerait de prendre des lasers à impulsion et d'augmenter leur puissance jusqu'à au moins 5 kW ou peut-être même 10. En concentrant les efforts, on pourrait y arriver en 5 ou 10 ans si on décidait de procéder ainsi. Et pourquoi se contenter d'un seul laser?
Une flotte de ces appareils pourrait un jour stationner en permanence autour de la Terre, tel un bouclier défensif contre les astéroïdes qui nous menacent. Cela éviterait de se précipiter à la dernière minute pour résoudre le problème et d'être obligé d'envoyer dans l'espace des armes nucléaires pour faire exploser l'astéroïde, ce qui est sans aucun doute une mauvaise idée. Les lasers sont un outil intéressant, tout comme les déflecteurs d'astéroïdes. Mais il faudra encore attendre avant qu'ils représentent une option viable. Jusque-là, une autre stratégie de mitigation mérite une attention sérieuse. C'est une idée de deux anciens astronautes qui pensent que c'est la seule véritable façon de stopper l'apocalypse. De toutes les propositions, la plus efficace pourrait être ce qu'on appelle le Gravity Tractor ou tracteur gravitationnel. Pour une opération aussi complexe, il fonctionne selon un principe très simple. Nous savons que tout ce qui est dans l'espace possède une attraction gravitationnelle, donc les astéroïdes aussi. Nous savons également qu'un vaisseau spatial peut entrer en interaction gravitationnelle avec un astéroïde. Donc, si un vaisseau spatial s'avançait assez près de lui, il pourrait commencer à tirer l'astéroïde lentement en dehors de sa trajectoire. Mais il faut s'y prendre à temps. Développé par la fondation B612, ainsi nommé d'après l'astéroïde du Petit Prince de Saint-Exupéry, le tracteur gravitationnel gagne en popularité en raison des efforts de ses défenseurs, les deux anciens astronautes, Ed Lu et Rusty Schweickart. Le tracteur gravitationnel est un concept de déflexion très faible mais très précis. Nous ne recommandons donc pas de l'utiliser pour ce que nous appelons une déflexion primaire, c'est-à-dire pour faire en sorte que l'astéroïde rate la Terre. Une fois que vous avez produit un impact cinétique, qui est une manœuvre très peu précise, vous y allez avec un tracteur gravitationnel et vous complétez avec une grande précision la première opération de déflexion. L'emploi du tracteur gravitationnel est l'une des rares déviations d'astéroïdes qui soit vraiment réaliste. Les deux seules opérations envisageables à l'heure actuelle sont l'emploi de l'impacteur cinétique, où l'on frappe l'astéroïde à partir d'un vaisseau spatial, ou du tracteur gravitationnel. Sinon, le reste relève pour l'essentiel de la science-fiction. Alimenté par moteur à ions et panneaux solaires, le tracteur gravitationnel est de la taille d'une voiturette de golf et pèse à peu près le même poids. Il est tout petit à côté d'autres vaisseaux spatiaux, mais assez grand d'après ses défenseurs pour poursuivre le travail après un impact cinétique. Cet astéroïde tourne autour d'un axe ou dégringole. J'arrive avec le tracteur gravitationnel que j'installe là. Je veux pousser l'objet dans cette direction, donc en dépit du fait qu'il dégringole, je ne le touche jamais. Je ne fais que m'approcher de lui. Si je veux le pousser dans cette direction, je me contente de rester là. Disons que si l'astéroïde a un diamètre de 90 mètres, nous devrions circuler à 75 mètres environ de son centre de gravité. En d'autres termes, environ un rayon et demi de cet astéroïde en train de dégringoler. Je ne dois pas me laisser entraîner par sa force de gravité. Avec les propulseurs de mon moteur à ions, je vise sur le côté, donc je ne l'explose pas. Et je reste là une semaine, un mois, un an, le temps qu'il faut. Les moteurs à ions peuvent fonctionner très longtemps. Et comme j'ai un transpondeur radio dans mon tracteur gravitationnel, on peut suivre très précisément l'opération depuis la Terre et m'informer exactement du changement d'orbite que j'ai infligé à l'astéroïde. On remodèle ainsi le système solaire sans toucher à rien. Cette capacité à effectuer des mouvements contrôlés et précis est l'atout principal du tracteur gravitationnel. Ce qu'il faut, c'est être certain qu'après avoir réduit un astéroïde, il ne revienne pas frapper plus tard. Le tracteur gravitationnel permet de mesurer précisément sa direction et d'effectuer de légères corrections pour être certain qu'il ne puisse plus rencontrer la Terre. Mais l'inconvénient majeur du tracteur gravitationnel, c'est qu'il est peut-être trop faible pour faire la différence sur un astéroïde vraiment important. L'emploi du tracteur gravitationnel exige du temps. Pour qu'il soit efficace, il faut que l'astéroïde mesure moins d'1 kilomètre, peut-être 150 à 300 mètres, qu'il soit de la taille d'Apophis ou plus petit.
Si nous avions besoin de nous attaquer à un plus grand astéroïde et que nous n'ayons pas beaucoup de temps pour cela, le tracteur gravitationnel ne serait sans doute pas la meilleure méthode. Mais entre la découverte d'un astéroïde dangereux et le moment de l'éventuel impact, il s'écoule plusieurs décennies, si bien qu'en général, on a le temps d'utiliser ce procédé. D'ici que nous soyons frappés par un objet de cette taille, nous posséderons une technologie dont nous n'avons pas encore idée. Il existera d'autres outils que le tracteur gravitationnel. Mais si nous devions agir maintenant, nous serions en mesure de le faire. Nous pouvons dès aujourd'hui défendre la Terre contre les astéroïdes, si nous faisons bien notre travail. Pour démontrer l'efficacité du tracteur gravitationnel, la fondation B612 a l'intention d'effectuer un test de déflexion sur un astéroïde non menaçant vers 2015. C'est vraiment important, parce que si on trouve un astéroïde dangereusement proche de la Terre et qu'on décide de l'affaiblir, ce ne sera pas le moment d'effectuer des tests. Ce vol d'essai doit être accompli à l'avance pour déceler toutes les anomalies éventuelles. Il nous reste à convaincre la NASA que cela vaut la peine de tester les possibilités du tracteur gravitationnel avant qu'il ait à intervenir. C'est le problème. Mais des millions de vies sont en jeu. C'est simple et pas cher à démontrer. Alors allons-y et ensuite nous saurons. Ceci nous mène à notre troisième et dernière étape pour stopper l'apocalypse. Qui décide quand et quoi faire si un astéroïde nous tient dans sa ligne de mire? Il y a 3 étapes essentielles pour stopper l'apocalypse. Les 2 premières sont la détection et la mitigation. La 3e, véritable défi, est de savoir qui prendra la décision d'agir. Si nous apprenions à l'instant même qu'il allait se produire une catastrophe de ce type, il y a des chances pour que nous tournions en rond et que rien ne soit fait à temps. Il est important d'établir un protocole. Si un astéroïde se présentait, que devrions-nous faire? Cette question devient urgente. Les télescopes sont de plus en plus grands et efficaces, comme ceux du projet Pan-STARRS, pour Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System. Pan-STARRS est un projet de l'université de Hawaï qui pourrait bien révolutionner la recherche des objets proches de la Terre ou NEO. L'idée est d'avoir un télescope à très grand champ, avec un immense champ de vision. Il peut ainsi aller plus loin et plus vite dans l'espace et couvrir une étendue plus large du ciel chaque nuit. Les nouveaux programmes comme Pan-STARRS vont accroître le taux des découvertes. Et une fois que nous aurons trouvé la majorité des objets, nous pourrons facilement les suivre sur un siècle et voir s'ils représentent ou non un problème. Selon certains experts, 1 million de nouveaux NEO devraient être repérés dans les 10 à 20 prochaines années. Ils viendraient s'ajouter aux plus de 5000 que nous connaissons déjà. Mais il est toujours possible qu'un objet spatial, une comète par exemple, échappe à la détection et vienne nous frapper. Les comètes peuvent surgir de nulle part. Elles arrivent des régions extérieures du système solaire et nous pourrions ne disposer que de quelques années, si ce n'est moins, pour mettre au point une opération de déflexion. Nous ne sommes pas certains qu'une comète ne se dirige pas vers nous en ce moment. Heureusement, il est rare qu'elle croise le chemin de la Terre. Aussi, la menace principale vient-elle des astéroïdes. Il est possible qu'à l'instant même, nous soyons frappés par un astéroïde que nous n'aurions pas prévu. De nombreuses opérations de surveillance se poursuivent en permanence, mais elles sont destinées à découvrir des astéroïdes d'1 kilomètre. Les objets de 150 mètres de diamètre nous intéressent également, mais nous n'en avons découvert qu'un tout petit nombre. À l'avenir, il faudra les suivre davantage. À l'heure actuelle, il n'existe aucun protocole qui indiquerait ce qu'il faut faire, à quel moment et qui prendrait les décisions en cas d'impact imminent. Qui détient l'autorité et a la capacité de protéger la Terre? La fonction de la NASA est de les trouver, de les suivre et d'établir leurs caractéristiques. De quoi sont-ils faits? Comment se sont-ils formés? Il n'est pas dans leur charte d'effectuer une mitigation. On imagine qu'un impact d'astéroïde serait un problème international. Il faudra donc une coopération internationale pour décider qui fait quoi et quand.
Les décisions internationales sont très lentes à prendre. Il est important que les pays s'unissent pour mettre au point un protocole de décision. Car s'ils commencent à se disputer, à chicaner au moment où un objet se présente, il peut leur falloir un temps fou avant de faire quoi que ce soit. La bonne nouvelle, c'est que cela pourrait en théorie unir les peuples du monde autour d'un sujet qui nous concerne tous. Et nous pourrions travailler tous ensemble pour résoudre le problème. La planète entière est un danger. Il ne s'agit pas seulement d'un pays ou des nations qui se sont lancés dans la conquête spatiale. Pour finir, ce sera peut-être elles qui auront la responsabilité d'agir, mais qui payera? Qui dira on y va? Qui prendra la responsabilité? Nous travaillons avec les Nations Unies pour qu'elles soient prêtes à prendre des décisions rapides. L'Association des explorateurs de l'espace, une organisation internationale de spationautes, a soumis ses recommandations aux Nations Unies en 2009. C'est une première étape. Jusque-là, les vues de ces experts étaient les meilleures informations que nous possédions sur ce sujet. Nous avons besoin de comprendre que c'est important pour la Terre, pour nos enfants. C'est important pour les gens qui viendront après nous. Nous avons le désir de préparer ce moment et de leur donner des outils afin que si un tel événement survenait un jour, ils aient les moyens et les connaissances nécessaires pour résoudre le problème. Nous pourrions assister à un nouvel événement comme celui de la Tunguska, qui éliminerait de la carte une ville entière. Sur des millions d'années, sur 50 millions d'années, il est possible que survienne une catastrophe qui anéantirait la vie. La prudence impose de s'en préoccuper dès aujourd'hui, car personne ne sait quand se produira le prochain impact. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est déjà en route. Assez étrangement, je ne suis pas hanté par l'idée qu'un impact se produise dans un futur proche. Je connais les probabilités, elles sont très faibles. Mais il est également peu probable que vous preniez un avion et qu'il s'écrase. Et pourtant, nous dépensons beaucoup d'argent pour la sécurité des avions. Et nous avons différentes façons de le faire. Pour moi, il s'agit d'un problème d'évaluation. Nous devons déterminer quelle est la menace et la prévenir.